Bienvenue dans le podcast « Il est temps de vivre ». T'en as marre de ta situation, t'as l'impression que tu pourras jamais t'en sortir, quelle que soit l'expérience de vie que tu as vécue, eh ben mes invités, ils vont te prouver le contraire, que oui, c'est possible de s'en sortir. Je vous laisse découvrir. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode « Il est temps de vivre ». Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon amie Mélissa. Bonjour Mélissa. Bonjour Audrey. Alors, ceux qui me suivent le savent, ce que je choisis, les personnes qui interviennent dans mon podcast, c'est des personnes qui ont à un moment été des mentors ou ont inspiré ma vie par quelque chose. Et moi, ce que tu m'as montré, c'est que tout est possible. Ce que j'ai vraiment appris de toi, c'est que tout est possible quand j'ai vu ton changement, quand tu as lancé ta première Witch Week et le fait aussi que tu ailles au sommet. Ça m'a montré que c'était possible. Tu vois, ça appartient pas qu'aux autres. Si ma copine Mélissa, qui est juste à côté de moi, elle peut le faire, moi, je peux le faire. Tu vois. Donc, il y a eu ce côté-là, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que tu es quand même déjà intervenue plusieurs fois, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Avec les avions qui passent derrière, c'est super pour ton podcast. C'est parfait. Alors, oui, alors moi, je suis... à chaque fois, j'ai du mal avec la notion des titres. Et en même temps, je trouve que c'est très, très beau, en fait, les titres, parce que c'est comme une histoire, comme tu dis, qui se raconte aussi. Donc, moi, je suis, si je dois résumer, je suis coach créative, c'est-à-dire que j'aime bien apporter un petit peu ce peps à chacun avec ce côté enfant intérieur, cet esprit créatif, en fait. Et je dis que je suis tisseuse d'histoire et chanteuse d'âme parce que c'est aussi une de mes manières à moi de transmettre. Ce sont deux vecteurs que j'aime énormément et par lesquels je prends beaucoup de plaisir à partager, à échanger. J'accompagne des femmes qui, alors pareil, hein, on ne va pas appeler un chat, on va toujours aller chercher quelque chose qui est proche de soi. Donc c'est vrai que j'accompagne des femmes qui peut-être à un moment donné de leur vie se sont oubliées à se remettre vraiment au premier plan et au centre. Et je dirais qu'une des premières choses, des premiers challenges pour moi dans mon parcours, dans mon histoire, ça a été vraiment ça. Ça a été un jour de me réveiller dans la fonction publique et de me dire mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? C'est pas ma place en fait. Là, voilà, il y a eu un truc à un moment donné, je me suis laissée emporter par tout un tas de choses et puis des belles opportunités aussi. Mais il y a eu vraiment un moment de réveil aussi sur ce que j'avais envie. Et j'ai envie de dire que ça coïncidait aussi avec l'arrivée de mon premier enfant parce que très souvent, en tant que femme, on est dans ce désir de maternité fort. Et quand on y arrive, on se dit « Ah ben ça y est, ah ben ça y est ». Et souvent dans la tête, on a comme l'impression que c'est une fin en soi et que les choses s'arrêtent. Et au contraire, moi, ça a été le démarrage et la naissance vraiment de plein de choses pour moi. Donc ça, je dirais que ça a été une première étape importante. Dire que j'allais quitter la fonction publique parce que j'avais vraiment envie et à cœur de pouvoir aider encore plus de femmes à ce réveil-là personnel. Et aussi, j'ai envie de dire, c'est un cheminement de vie et je sais que tu le dis souvent aussi dans le côté que quand que c'est finalement, on n'a jamais fini d'apprendre et c'est dans ce cheminement-là qu'on évolue. Et en fait, je sais que, voilà, quand on échangeait, que tu me disais, ouais, oui, moi, je t'ai vu faire, je t'ai vu... Ouais, mais en fait, c'est des changements qui se sont passés dans ma vie, que j'ai intégrés et des choses que j'ai aussi envie de transmettre. Et c'est comme ça aussi que j'ai décidé un jour que j'allais écrire aussi un livre quand je suis arrivée à faire un burn-out parental à l'arrivée de mon deuxième garçon. Et c'est de cette manière-là, en fait, en cheminant, en avançant, que j'ai commencé à construire aussi des choses. Mais ça a été à chaque fois des déclencheurs de vie, de ma vie, de choses que j'avais expérimentées, que j'avais traversées et que j'avais envie de restituer aussi. Voilà. Donc, du coup, j'ai peut-être changé parce que je partais sur une idée, mais tu as peut-être envie d'en partager une autre. Donc, l'idée, tu sais, dans le podcast, c'est de prendre quelque chose que tu as vécu, parce que je viens de penser à ton burn-out, qui peut être un exemple. Hein. C'est toi qui choisiras ce que tu veux prendre. Je sais que tu as plusieurs exemples. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager dans ton histoire par rapport au fait que ce qui t'est tombé dessus, tu aurais vraiment pu le subir, ou tu l'as peut-être subi à un moment donné, ou tu en as peut-être été victime, et comment tu as repris le pouvoir? À quel moment tu prends le pouvoir? Quelle expérience tu as envie de nous partager par rapport à ça? Il y en a tellement. Entre les deux que je t'ai dit, celle que je t'ai dit juste avant et le burn-out, parce que je pense que c'est intéressant, tu choisirais plutôt laquelle?
Alors, c'est intéressant aussi parce que je veux juste redéfinir ça parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, quand ils m'ont entendu aussi au sommet, ils se sont rendus compte qu'ils ne faisaient pas un burn-out professionnel, mais un bore-out. Et ça aussi, je veux le redire parce que des fois, on ne voit pas trop la différence. Le bore-out, c'est de s'emmerder profondément là où on est. Donc voilà, mais ouais, je pense que je vais prendre le burn-out parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi et que ça parlera à ça aussi parce que surtout, je pense que c'est un truc aussi, on n'est pas très fiers de dire qu'on a fait un burn-out maternel. Tu vois, ça fait pas. Quand on dit professionnel, c'est ah, on a bossé et tout. Puis qu'on se dit quand je fais un burn-out maternel, enfin, ça va. Dans l'esprit des gens, le côté d'être maman, ça va, ça va. Tu vois, il y a ce côté-là. Donc je me dis, tiens, peut-être c'est intéressant de Donc, partir sur celui-là. à quel moment dans ce burn-out tu choisis de reprendre le pouvoir, de plus le subir? Parce que je pense qu'il y a quand même un moment où le burn-out, une fois qu'il se déclare, tu le subis au moins les premières heures Ouais, jusqu'à t'en ouais. rendre compte, tu vois. À Mm. quel moment tu sors de cette position de victime? Alors, il y en a qui ne s'appelaient pas, donc je dis entre parenthèses. À quel moment tu changes, voilà, le type? Ben, en fait, moi, je pense qu'il y a toujours un déclencheur où il faut qu'on creuse vraiment très bas, en fait. Tant qu'on n'a pas été touché un peu le fond de la piscine, Mhm. on ne peut pas remonter. Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est un moment assez trash qui s'est passé. Parce que c'est à ce moment-là que tu sais, tu sors de toi, tu te regardes et tu dis, waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Enfin, c'est pas moi, tu vois. Mhm. Je suis vraiment, voilà. Donc, moi, ce moment-là, ça a été le moment où, ben, toujours, hein, souvent quand on est en burn-out, on veut continuer, mais non, je continue, mais non, je vais y arriver, mais non, je vais y arriver toute seule. Je crois que ça, c'est le mot aussi. Et beaucoup de femmes peut-être se reconnaîtront là-dessus. Je vais y arriver toute seule, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Voilà. Et moi, en fait, donc pour la petite anecdote, la veille, je dis à mon homme justement que j'ai un doute par rapport au fait que je vais y arriver toute seule. Donc, je recontextualise la chose. J'ai mon deuxième enfant, l'espace de... Mes enfants ont 2 ans d'écart. Et j'ai mon deuxième enfant et je dois faire un congé parental, mais pas choisi, subi. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai pas le choix. En gros, financièrement, ça sert à rien que je reparte travailler. Et du coup, mon mari touchait plus à cette période-là. Donc, du coup, on fait un calcul et on se dit que bah, de toute façon, c'est moi. Donc, déjà, je commence à y aller un petit peu reculons en me disant, bon, allez, je vais y arriver, je vais tenir, je vais y arriver. Et donc, les mois passent et en fait, plus ça avance et plus je sens que je ne suis plus là. C'est-à-dire que je suis plus, Mhm. je suis Et il y ailleurs. a Je suis avec mes enfants, mais je suis plus avec eux. Et donc, le déclencheur, je me rappelle la veille, je dis à mon homme, en fait, c'est comme s'il y a une prise de conscience. La veille, je dis à mon homme, je crois pas que je vais y arriver. Et lui, il me dit, mais si, comme tous les hommes qui essaient de trouver des solutions. Il me dit, mais passe. si. Voilà, ça passe, ça passe. Et moi, à ce moment-là, j'ai quand même ce truc de, Cette petite alarme interne? ouais, là, je me dis, non, en fait, là, ça va plus. Voilà, j'ai cette espèce de veille et j'ai cette présence d'esprit d'en parler à mon mari. Et le lendemain, ça rate pas. Je décide une énième fois de me coller une pression supplémentaire parce que je décide de faire un truc complètement fou. Quand on a un enfant qui vient de naître, on en a un autre qui a 2 ans, donc qui est quand même assez petit. Et je décide d'emmener tout le monde pour aller faire une sortie culturelle à la bibliothèque de la ville. Et là, toute seule. Et là, je pars, la poussette, le porte-bébé, tout, et j'arrive dans le métro. Et à ce moment-là, il faut savoir que mon fils aîné, lui, il faisait des grosses crises de colère, de jalousie, mais il rentrait dans une transe, mais dans une transe totale. Et moi, comme je disais, à cette époque-là, j'avais beaucoup de luttes choses sur la parentalité non violente, tout ça, positive, machin. Et j'avais un petit peu mélangé les pinceaux parce que j'avais lu donc à un moment donné un truc qui disait quand votre enfant est en colère, il faut le prendre dans les bras, il faut le contenir. Et donc moi, je me mets à faire ça avec la fatigue, avec tout ce qui va et tout ce qui s'ensuit. Et je me prends un coup de poing dans la tête par mon fils. Enfin, un coup, en fait, dans la tête. Et là, arrêt sur image, et là, je dégoupille totalement. Je me mets à hurler dans le métro comme une folle furieuse. Ah, vraiment comme ça. Et, et là, je pleure.
Et là, tout de suite après, je suis une espèce de truc panique. J'arrive plus à m'arrêter. C'est-à-dire qu'émotionnellement, il y a eu un bouchon de champagne, il y a eu un Ouais. truc qui s'est complètement lâché de plein de choses. Et là, je suis en panique à bord. Et là, chose magnifique, la solidarité entre femmes existe, puisqu'il y a une femme d'origine du Maghreb qui me voit et qui dit: Viens, 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 ma belle, viens, on va monter, je m'occupe de ton fils, viens, 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 viens avec moi et tout tranquille. Donc, elle gère mon aîné. Je monte avec elle dans l'ascenseur, je la suis et j'arrive. Et là, je me dis: OK. Et là, le premier réflexe que j'ai, c'est que j'appelle mon mari et je lui dis: Bon, tu sais ce que je te disais hier? Ben là, maintenant, c'est bon, on y est, quoi. Donc maintenant, il faut y aller. Et en fait, je crois que le fait d'avoir touché le fond, entre guillemets, c'est comme si ça m'a donné la légitimité, parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui me dépassait, qui est sorti à ce moment-là. La légitimité aussi parce qu'il faut savoir que quelques jours avant, j'avais vu une sage-femme aussi, qui m'avait dit: Ouh, vous, ça va pas très bien. Et elle m'avait déjà donné la petite carte d'une personne en me disant: ce serait bien d'aller la voir. Mais c'est comme si, ouais, je vais attendre un peu, voilà. Et c'est ce moment-là qui a fait que, OK, ben, on y va, quoi. Et là, dès ce moment-là, pour moi, c'était clair que j'avais envie de trouver des solutions, j'avais envie de sortir de ça, j'avais envie de travailler dessus, j'avais envie Et donc, d'avancer, quoi. la première action que tu as faite, c'est quoi? La première action que j'ai faite, ben, pour moi, c'était ça, c'était d'appeler mon mari. Et tout de suite après, ben, ça a été de fixer le rendez-vous avec une psychologue, en fait, Et pour donc, déposer les choses. c'est ça. Et dans ce processus, qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile? Euh, D'accepter que non, j'allais pas pouvoir m'en sortir toute seule. D'accepter de reconnaître que j'avais besoin d'aide et d'accepter de reconnaître que j'étais arrivée au bout, quoi, en fait. Et surtout, je pense, c'était de me donner la permission que j'avais le droit. De pas J'avais le aller. droit, en fait. J'avais le droit de craquer. Parce que souvent, bon là, je prends ce sujet-là, mais je trouve que dans la maternité, en tant que femme, c'est induit qu'on doit tout savoir, c'est induit qu'on sait faire, c'est induit qu'on a les capacités, les ressources, les trucs et les machins, mais on reste humain et non, quoi, en fait. Ça me fait rire, je vais te faire une parenthèse, mais ça m'a fait sourire il y a quelques mois. Moi, j'allais pas bien et pour le coup, plusieurs fois, ma mère, elle était près du téléphone, prête à partir pour venir me rejoindre. Je lui disais: écoute, là, maman, je suis limite. Si je sens que je frôle la ligne, je t'appelle, tu viens. Avec ma mère, on était comme ça. Et j'avais vu l'infirmière et l'infirmière, elle me lâche: non, mais t'as les épaules pour, je te vois forte, c'est bon, ça va passer crème. Je disais: mais t'es sérieuse ou quoi? Et en fait, ce qui est énorme, c'est que je l'ai revue la semaine dernière. Elle me dit: mais tu pars en vacances cet été? Tu vas en France? Je dis: oui, oui. Je dis: je vais chez maman. Elle me dit: ça va te faire du bien parce que je te trouve fatiguée là. Je dis: ah, c'est hallucinant. Quand j'étais à la limite du burn-out, t'as rien vu. Et alors là, effectivement, j'ai maigri, etc. Donc, cette nuit-là, j'avais pas dormi, j'étais plus fatiguée. Je dis: et là, tu me vois avec des cernes et tu me dis ça, c'est magique. Alors que là, tout de suite, maintenant, je vais bien, j'ai tout ce qu'il faut comme système autour de moi. Enfin, je suis vraiment loin d'appeler ma mère pour lui dire: viens, quoi. Donc, c'est très drôle ce que tu dis et je te rejoins là-dessus. Il y a cette, je dirais même croyance sociétale, hein, que bah non, c'est bon, tu peux le faire. Ouais. Et Et puis, je pense aussi ce côté, je sais pas, après, qui n'est pas forcément super bien vu que, enfin, en fait, on idéalise beaucoup le congé parental, le fait de rester, ah oui, d'être 100% pour ses enfants. Et j'ai envie de dire, en fait, c'est une utopie aussi. Et on a le droit aussi, parce que je pense qu'en tant que femme, on ne se donne pas le droit de se dire: je me fais chier, je non, mais m'emmerde, tu il y vois? en a à qui ça convient, il y en a à qui ça convient pas, tu vois. Et C'est c'est ça. OK en fait. Mais je crois que parce que peut-être parce qu'on est une femme, alors du coup on se dit: ben, si je dis que je m'emmerde, que ça me fait chier d'être là avec mes enfants non-stop, on va dire que du coup je suis pas une bonne maman, parce qu'une maman, elle aime ses enfants de manière inconditionnelle et de toute façon c'est le plus beau métier du monde. Mais pas forcément. Et donc, dans ce processus, est-ce qu'il y a eu quelque chose de facile? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de facile dans le processus? Euh, Bah, rien, euh, tout quoi. non, moi je trouve déjà d'avoir quelqu'un, une aide extérieure, de mettre des mots sur les choses, ça fait du bien, ça remet de l'ordre. Donc ça, pour moi, c'est la part facile parce qu'on est accompagné, on est aidé. OK. Après, il y a une chose que j'ai trouvée pour moi très salvatrice, c'est le moment aussi où j'ai eu le déclencheur de me dire: il faut que j'écrive. Il ne faut pas que je garde ce que j'ai vécu pour moi. Il faut qu'il y ait d'autres femmes qui le sachent parce que
Voilà, le fait d'écrire à la parole est super libératrice et le fait de se dire que c'était pas juste ma petite histoire, mais que c'était quelque chose qui, à un moment donné, pouvait contribuer aussi à d'autres femmes. Moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé à sortir définitivement, à faire le deuil. Et je dirais même qu'il a été long. Et j'ai envie de dire que ce deuil, c'est drôle parce que dans l'ouvrage que j'ai écrit, donc il y a pas mal de choses sur comment on se reconstruit, tout ça. Et la dernière partie que j'ai le plus de mal à écrire, c'est la première partie, c'est celle où je suis trash, où j'explique exactement ce que j'ai vécu de l'intérieur et tout. Et cette partie-là, elle était dure. Quand je l'écrivais, j'avais mal au ventre. Après, j'ai eu beaucoup de mal à me dire d'assumer que d'autres personnes puissent me lire sans voilà, me juger, tout ça. Parce que j'ai eu aussi des personnes qui m'ont dit oh, tu exagères pas un petit peu et tout. Et après, d'autres personnes qui m'ont dit oh, ça m'a fait du bien, j'ai pu pleurer et tout ça. Et en fait, cette dernière partie-là, d'accepter aussi, et je pense que ça c'est la partie la plus difficile et en même temps, ça a été la plus libératoire pour moi, d'accepter d'être vue dans ce que j'avais vécu et de le nommer sans tabou, enfin voilà, juste libérer ça aussi, libérer cette parole-là. J'avoue, dans un premier temps, c'est vraiment libératoire et c'est jouissif et rien que pour soi-même, ça fait du bien. Et en fait, après, je me dis heureusement que j'ai osé faire ça, que j'ai osé le dire, parce qu'il y a d'autres femmes, du coup, qui ont pu me dire ah, moi, j'ai lu ta première partie, j'ai passé mon temps à pleurer parce que ça a fait remonter des choses. Et je me suis dit waouh, t'imagines s'il n'y avait pas eu ce courage-là de le poser, ça n'aurait peut-être pas permis à ces femmes de pouvoir le revivre et mettre des mots dessus. C'est une des questions qui vient par la suite que tu mets très en avant et que moi j'ai à cœur de mettre en avant, c'est qu'à partir de cette situation pas agréable, on ne va pas dire que c'est agréable, un burn-out, je pense, tu as créé une opportunité, un livre qui marche, qui se vend, qui parle à des mamans. Et ça, c'est important de le dire parce que parfois, c'est les perceptions qu'on a et on oublie de voir que derrière, peut y avoir une opportunité, peut y avoir un cadeau caché. Même si sur le moment, le cadeau, tu as envie de dire, tu vas ranger ton cadeau caché là où je pense, mais c'est hyper important de dire aussi que parfois, ça crée de superbes opportunités, quoi. Et du coup, ton pire souvenir, ce serait l'événement où tu pètes les plombs sur ton fils ou il y en a un autre En fait, pour moi, le pire, c'est de voir cette descente, de me voir me transformer, en fait, au fur et à mesure. C'est ça qui a été dur, en fait, pour moi. De voir que petit à petit, j'étais en train de perdre pied totalement. Et du coup, l'entourage, tu nous as déjà un peu répondu, il a été clé ou pas complètement, ou pas tous, ou l'entourage, ça a joué dans le fait de passer de victime à reprendre mon pouvoir, tu vois, quelle influence il a eu? Avec mon mari, c'était compliqué parce que je me sentais un peu coupable parce que c'était moi qui m'occupais des enfants et de me retrouver dans cet état-là. Et du coup, je ne me sentais pas légitime d'être dans cet état-là. Enfin, voilà, c'est sans fin. Hein. Mais le fait d'avoir eu un professionnel extérieur qui puisse remettre des mots sur les choses, dire, voilà, chacun son espace et son truc et tout ça, ça, pour moi, ça a été super, super aidant, en fait, d'avoir ça, d'avoir quelqu'un qui repose comme ça les choses. Il y a eu ça et c'est intéressant aussi parce que je me rappelle pas en avoir autant parlé avec ma famille, vraiment. Je sais que si, il y a eu ma belle famille où ils sont venus parce qu'effectivement, il y avait quelque chose à un moment donné qui n'allait plus, donc il y a eu du relais, donc ça a été super. Et il n'y a pas eu une question, pas un jugement, rien du tout. Et je pense et d'ailleurs c'est intéressant parce que pour en avoir discuté, je pense avec mon père et ma mère, je pense que c'est quand ils ont lu mon livre qu'ils ont compris ce qui s'était passé pour moi. Et qu'ils n'avaient même pas idée de ce qui avait pu se passer pour moi à ce moment-là. Super intéressant. Merci pour ce partage qui me paraît hyper fort. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter dans toute cette situation? Dans toute cette situation. C'est le moment cocasse. Je suis sûre que tu en as un. Je te connais. Le moment cocasse par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est cocasse, mais moi, c'est un moment, ça m'a transportée parce que je sais que souvent, en tant
en tant que maman, en tant que femme, on se dit qu'on n'a pas suffisamment de temps pour mais t'as écrit un bouquin, machin et tout. Et en fait, et du coup, ça s'est reporté après par la suite. C'est pour ça que je veux dire, c'est assez cocasse, parce que c'est rigolo ce bouquin et ces petits bonds et tout, et ces petits pas, parce que pour moi, c'est vraiment les petits pas, et c'est vraiment ce que j'ai vécu. Je me rappelle j'ai pris cette décision, je crois, au mois de juin, et j'ai décidé d'écrire le bouquin. Et au début, j'avais plein de notes de plein de sujets, et puis je m'étais dit, bon, on va commencer comme ça, on va écrire un petit peu sur chacun des sujets. Et j'étais là, alors comment est-ce que je vais faire? Parce que toute la journée, les enfants et machin et trucs. Et donc, à ce moment-là, je me réveillais 3/4 d'heure avant. Et l'objectif, c'était j'écris. Et j'écrivais. C'était un kiff, mais absolu. Donc ça a duré pendant toutes les vacances, comme ça. Pioup, je me levais et tac, 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 j'écrivais. Et en plus, le truc était fou. C'est, je sais pas, hein, c'est un engagement aussi à l'univers. Il y a un truc de fou. Et quand tu fais ça, mais j'étais portée dans l'écriture, quoi. Je savais que j'avais ce temps-là. Et du coup, il n'y avait pas le truc de la page blanche et tout. C'était comme si tout se déroulait. Et alors après, ce qui a été très drôle, c'est que, c'est cocasse, c'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup écrire à la main. Je suis vraiment de la vieille école, avec mon carnet et tout. Passer à l'ordinateur, voilà, dans un processus d'écriture, c'est plus facile pour moi d'être avec mon petit carnet et tout. Et alors après, il a fallu retranscrire. Et alors là, c'est trop drôle aussi, parce que là, pour le coup, l'histoire des petits pas, je l'ai vécue, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'étais là, mais comment je vais faire? Et à ce moment-là, je me rappelle, j'avais un boulot alimentaire et j'avais ma pause entre midi et 2. Je m'étais là, je fais comment je vais faire pour mon bouquin? Putain, j'ai des pages de notes et tout. J'ai dit, écoute, ma cocotte, tu vas écrire un petit peu chaque jour entre midi et 2. Je ne suis pas rendue, hein, parce qu'il y avait des pages et des pages. Et c'est rigolo, je dis, c'est pas grave. Et hop, et hop, et hop, chaque jour. Et le jour où j'ai fini, j'ai fait, mais c'est vrai, les petits pas. Ouais. C'est-à-dire, voilà. Et ça m'a paru, tu vois, quand j'ai démarré, j'ai dit, oh là là là, ça va durer les plombes et tout. C'est toujours pareil, c'est l'histoire que tu te racontes. Soit tu vois la montagne, soit tu vois le chemin, en fait. C'est ça. Et quand j'y suis arrivée, j'étais là, je me suis dit, tu l'as fait? Mais oui, c'est possible. Alors voilà, alors, le petit truc aussi cocasse, c'est que de ce moment-là, tu te dis, c'est bon, j'ai fait le plus gros. Et là, tu découvres que non. Le plus gros, c'est que ça continue encore. Et heureusement qu'on ne te l'a pas dit à ce moment-là. Sinon, tu aurais tout lâché. Et l'autre petit truc aussi super chouette, parce que tu parles de l'entourage. Et ça aussi, je trouve que c'est chouette. Et j'ai envie aussi de le dire, parce que ça va redonner du courage à toutes celles qui ont un livre dans leur tiroir et qui se disent, non, jamais et tout. Parce que moi, j'étais arrivée jusqu'au moment où je pouvais éditer le truc, m'auto-éditer, en fait. Donc, c'est quand même il y a toutes des étapes et un boulot. Et arrivé là, je me rappelle, j'étais avec mes amis de la gagne, comme on dit au Québec, qui étaient avec moi, et puis une amie donc québécoise, je la remercie, Caro, et elle me dit, bon, et ton bouquin, quand c'est-tu qui sort ton livre? Puis j'étais là, je fais, en fait, non, c'est pas possible, parce que, en fait, ça coûte de l'argent, là, et puis, non, là, je sais pas comment non, je sais pas, alors qu'est-ce que je... Et elle qui me dit, non, mais elle dit, t'arrêtes. En plus, on était, je crois, à quelques jours des fêtes de fin d'année. Elle me dit, t'arrêtes. Elle dit, t'arrêtes. Elle dit, tu prends ton courage là, puis tu fais un mot à tout ton entourage, tes amis, ta famille et tout, et t'expliques ton projet de bouquin. Et tu leur dis, vous donnez ce que vous voulez, mais voilà, moi j'ai une enveloppe de temps qu'il faut que j'arrive à consacrer pour publier l'exemplaire de mon livre. En échange, bien sûr, vous avez un exemplaire du livre et tout ça, mais voilà. Et en fait, j'y suis allée, mais la peur au bide, j'étais là, mais qu'est-ce qu'elle me fait faire? C'est pas possible! Donc j'étais là, j'ai préparé ma petite vidéo, je l'ai envoyée en privé, et tout s'est fait avant la fin de l'année, j'avais mon bouquin, et c'était une super belle expérience, vraiment, très, très belle expérience. Aujourd'hui, t'en es où? Aujourd'hui, j'en suis où? De quoi? De ma vie de mère? Dans ta vie en général, tu nous partages ce que... Alors, j'ai un autre challenge, hein parce que... Pas des moindres. Pas des moindres, la vie est sympa. C'est drôle parce qu'on avait dit qu'on allait parler de ça et puis finalement, c'est pas de ça qu'on a parlé, mais je vais quand même en dire quelques mots. Il y a 6 mois à peu près de ça, je pense que c'est ça. Hein, ouais, à peu près.
Donc, il y a 6 mois de ça, on était avec notre fils aîné et puis des petites maladies qu'on n'arrivait pas à trouver sans arrêt. Il retombait toujours dans la petite grippe qu'on n'arrive pas à se défaire et tout ça. Puis ça allait de moins en moins bien. Donc, on décide de faire un bilan sanguin. Et puis, le matin, on fait le bilan sanguin. Et l'après-midi, notre vie bascule du tout au tout parce qu'on nous annonce la leucémie de mon fils aîné. Donc voilà. Donc ce jour-là, je me rappellerai toujours, j'ai préparé mon tournage et tout, j'étais là, hein, et là mon mari rentre et dit non, là on va tout arrêter, là on part à l'hôpital. Donc là, il y a eu un moment de sidération. Après, il y a eu un moment de grosse chute et grosse descente quand on te fait l'annonce et qu'on t'explique voilà, toutes les étapes. Donc voilà, donc là où j'en suis, ça a remonté aussi. Pareil, comme disait j'aurais pensé que j'étais pas capable, que j'aurais pas pu faire face à ça parce que c'est tellement énorme et parce qu'on s'y attend tellement pas que voilà. Et je suis là devant toi et j'ai surmonté plein de choses. Et même, je vais te dire un truc qui est fou, c'est que dernièrement, je discutais avec un éditeur, voilà, on parlait, et puis je sais pas pourquoi on est venu à parler bien sûr de ce sujet-là, parce que je disais que je trouvais qu'il y avait pas beaucoup d'ouvrages qui étaient publiés là-dessus, pas beaucoup de personnes qui osaient transmettre sur ce sujet, parce que c'est très complexe. De manière scientifique, médicale, c'est très complexe, parce qu'il y a tellement de cas différents et tout ça. Et voilà, et je lui parlais et remontait aussi le fait que c'est vrai que j'avais très envie de transmettre sur ce sujet-là. Alors, je dirais peut-être pas tout de suite, hein, mais à un moment donné, je pense qu'effectivement, ça sera bien que j'écrive dessus. Du coup, on pourrait dire que la prochaine étape pour toi, ce sera d'écrire un livre quand cette expérience sera passée, je pense, là-dessus. Ouais, quand cette expérience sera passée. Et puis aussi quelque chose de nouveau qui a été déclenché par cette maladie où j'en suis, de beaucoup plus apprécier le temps présent. Ça paraît un peu cliché quand on le dit comme ça, mais ça fait relativiser sur plein de petites choses. Et du coup, dans mon rôle de femme, de mère, d'entrepreneur, ça m'a donné envie de m'en mettre moins sur les épaules aussi, pour pouvoir être plus présente à moi, à ma famille, voilà, la vie, elle est courte, quoi, aussi. Donc, ça a remis en place certaines choses, on va dire. Ouais, carrément. Mille merci, Mélissa. Ce sera peut-être l'objet d'un futur podcast. Mais en tous les cas, aujourd'hui, on reste sur le burn-out. Merci pour ton partage, pour ces enseignements. Et puis, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Audrey.